Réellement, c'est quelque chose d'admirable. La conception, le design, l'esprit qui est derrière cette institution est réellement formidable. C'est comment démontrer que la nature n'est pas un luxe, la nature est à la disposition de tout un chacun et avec des idées simples, avec des matériaux très simples de tous les jours, on peut réellement recréer la nature chez soi. Et ce, dans un monde où de plus en plus urbain, de plus en plus bouffé par le béton et l'asphalte, démontrer qu'on peut réellement réaliser des choses extraordinaires avec des moyens très simples et recréer la nature chez soi. Et ensuite, bien sûr, tout l'aspect éducatif, l'aspect formation, l'aspect dissémination qui est derrière l'esprit de ce jardin. Et je tiens réellement à saluer la région de Moselle pour ça, et puis son directeur, M. Pascal Gall, pour cette réalisation extraordinaire. Les Nations Unies, de façon générale, comme vous le savez, le développement aujourd'hui porte un nouveau nom, c'est le développement durable, c'est comment faire en sorte que la biodiversité puisse être utilisée de façon durable, de façon rationnelle et ne pas l'épuiser et puis la protéger pour les générations futures. Donc satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme sans abuser bien sûr et sans détruire, et puis faire en sorte que cette ressource qui n'est pas infinie, qui est limitée, puisse durer et puisse bénéficier les générations futures. Et comme vous le savez, nous avons une responsabilité morale, une responsabilité économique, une responsabilité éthique pour s'assurer que nos enfants bénéficient des mêmes avantages, des mêmes environnements que celui que nous avons hérité de nos parents. Et je pense que c'est le devoir de tout un chacun et surtout des institutions clés comme le jardin ici de Moselle. Rio a été réellement un moment fort dans l'histoire du mouvement environnemental. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où des chefs d'État se sont réunis sous l'égide, bien sûr, d'un homme extraordinaire, le père fondateur de la coopération multilatérale pour l'environnement, M. Maurice Strong, et 110 chefs d'État se sont réunis en 92 pour élaborer une feuille de route pour réaliser ce qu'on appelle le développement durable. Donc 20 ans après, il est important de faire le bilan des succès, s'il y en a. Je ne suis pas très au courant de beaucoup de succès, mais surtout des échecs. Pourquoi nous avons failli de mettre en œuvre ce plan qui a été adopté, ce qu'on a appelé l'agenda 21, l'agenda pour le 21e siècle. Pourquoi nous avons failli en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que communauté internationale, à traduire cette feuille de route extraordinaire dans la réalité du vécu collectif des nations de ce monde. Et puis, corriger, nous avons publié l'année dernière un rapport extraordinaire qu'on appelle le rapport de l'état de la biodiversité. C'est le premier rapport qui a été préparé sur la base des rapports nationaux soumis par les gouvernements. Donc 175 pays ont soumis leur rapport sur l'état de la biodiversité. Il n'y a pas un seul pays, y compris la France, qui peut se prévaloir d'avoir arrêté la perte de la biodiversité. Tous les rapports du monde démontrent que la perte de la biodiversité aujourd'hui a atteint un seuil inégalé et que le taux de déperdition des espèces est peut-être de 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction des espèces. Et ça, 20 ans après que la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, qui a été conçue et adoptée pour arrêter ce massacre, a été adoptée. Donc il y a, je pense, là matière à réflexion. Pourquoi cette convention qui a 193 États membres, donc la communauté internationale dans son ensemble, pourquoi à Rio, 100 chefs d'État ont adopté cette feuille de route pour s'assurer que le développement puisse continuer, mais de façon durable et soutenue. Pourquoi avons-nous failli à traduire ça dans la réalité de la vie de tous les jours, et surtout réparer. Le rapport qu'on a publié, c'est véritablement un cri d'alarme. Le rapport prédit que l'état de la biodiversité pour les millions d'années à venir, comme vous le savez, la biodiversité est le résultat de milliards d'années. Donc l'état de la biodiversité pour les millions d'années à venir va se jouer non pas dans les siècles à venir, mais dans les décennies à venir. Donc nous avons atteint ce qu'on appelle le seuil où bientôt ce sera le seuil du non-retour, l'irréparable. C'est-à-dire qu'on pourra verser tous les milliards d'euros qu'on aura, ça sera trop tard. Donc certains écosystèmes, y compris en matière de biodiversité marine, nous sommes à la veille du point de non-retour. Donc ce qui va être fait ou ce qui ne va pas être fait dans la décennie à venir va marquer
de façon durable, peut-être positive, peut-être négative, la vie sur Terre. Et c'est pour cela que les Nations Unies ont déclaré 2011-2020 décennie des Nations Unies pour la biodiversité. Je suis heureux que grâce à la technique unique qui existe ici au niveau de ce jardin, des pommes marquées avec le logo de la décennie ont été conçues et ont été données aux chefs d'État et aux ministres qui ont assisté à l'Assemblée générale cette année, y compris la ministre de l'Environnement durable de France, Madame Nathalie Morizet-Sosesco. Et hier, à l'UNESCO, à l'occasion de la conférence générale de l'UNESCO, l'UNESCO a célébré cette décennie et nous étions heureux d'avoir avec nous M. Pascal Garbe et la pomme a été donnée, pomme de Moselle, marquée avec le sceau de la décennie des Nations Unies aux personnalités qui ont participé à cet événement. C'est la conception qui a prédominé à Stockholm. À Stockholm, comme vous le savez, en 1972 a été la première conférence des Nations Unies sur ce qu'on appelait à l'époque l'environnement humain. Et à l'époque, il était clair, et la seule chef d'État qui a participé à cette réunion en 1972, en plus du roi de Suède, c'était Madame Indira Gandhi. Et elle avait dit que pour elle, la plus grande pollution, c'était la pauvreté. Et donc à l'époque, l'environnement était conçu uniquement sur les aspects liés à l'industrialisation. Et donc la dégradation de l'environnement était vue comme une conséquence d'une industrialisation effrénée et d'une industrialisation irrespectueuse de l'environnement. Mais aujourd'hui, à la veille du sommet de la Terre Rio + 20, je pense que cette approche a vécu et de plus en plus de pays en voie de développement réalisent que leur futur dépend de la protection de la biodiversité, que la biodiversité, c'est un capital, ce qu'on appelle, nous, le capital nature. Nous avons publié avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'année dernière, un rapport sur ce qu'on appelle l'économie des écosystèmes et de la biodiversité. Quel est le coût financier de la perte de la biodiversité? Comme le rapport Stern a publié le rapport du coût économique de l'inaction en matière de changement climatique. Et le coût évalué, c'était 500 économistes du monde qui ont élaboré ce rapport pendant 2 ans. Et le coût de la perte de la biodiversité est estimé à 3 trillions de dollars, c'est-à-dire pratiquement 5% du PNB chaque année. Et pour moi, c'est une estimation, c'est une sous-estimation. Comme vous le savez, on ne peut pas mettre une étiquette sur la vie. On ne peut pas dire que la vie d'un être humain ou la vie d'une plante coûte 10 000 $, 20 000 $. Ça n'a pas de prix. Mais ça donne une idée que la perte de la biodiversité, et comme vous le savez, cette biodiversité existe à l'heure actuelle dans les pays en voie de développement, en Inde, en Chine. La Chine, par exemple, a plus de biodiversité que tout le G8 réuni. Et donc c'est une question de richesse. Richesse en termes de dollars, d'euros, monétaires, feuilles de papier, ou richesse en termes de richesse éternelle, ressources éternelles. Et donc ces pays qui sont peut-être pauvres en matière de dollars, comme les pays riverains du bassin du Congo, très mauvaise gouvernance, mais très riches en matière de biodiversité. Et donc en protégeant cette biodiversité, on protège leur devenir, mais on protège aussi le devenir de l'humanité. L'UNESCO, je pense, dans la galaxie des Nations Unies, a un rôle fondamental. Comme vous le savez, l'acte constitutif de l'UNESCO, conçu par ses pères fondateurs en 1945, dispose que c'est dans l'esprit des gens que naissent les guerres. Et c'est dans l'esprit des gens qu'il faut planter les graines de la paix. La guerre aujourd'hui a un nouveau nom. C'est la détérioration et l'aggravation de la perte de la biodiversité. Ça, c'est la guerre parce que c'est réellement un tsunami silencieux qui est en train de se passer et qui pose des questions de paix et de sécurité internationale pour le devenir de l'humanité. Sans les écosystèmes, les services rendus par les écosystèmes, si elles venaient à disparaître, c'est la vie sur Terre qui disparaît. Donc c'est la plus grosse menace pour la paix et la sécurité et la survie de l'humanité. Ça, c'est la guerre d'aujourd'hui que nous menons à nous-mêmes. La paix a un nouveau nom, c'est le développement durable. Et donc l'UNESCO, dans la galaxie des Nations Unies, a un rôle fondamental. C'est comme le programme du computer, du système des Nations Unies. C'est qu'il faut changer nos pratiques et notre attitude vis-à-vis de la nature. Il faut un nouveau paradigme du développement qui soit respectueux de la nature et puis réaliser que cette ressource que nous avons est une ressource épuisable. Nous avons développé le mythe que la ressource que nous avons, l'air, la forêt, est inépuisable et qu'un seul être humain, sur des millions d'espèces, a le droit de vie ou de mort sur les autres espèces. Nous devons changer. Et l'UNESCO,
l'organisation qui est en charge de l'éducation, de la science a également un rôle fondamental à jouer. De la culture, parce qu'il s'agit d'une question de culture, a un rôle fondamental à jouer aujourd'hui plus que jamais. Et que s'il fallait recréer l'UNESCO, on l'aurait recréé sur les mêmes terres et bien sûr le même lieu à Paris. Et donc au moment où cette organisation, où l'enjeu lié à la mise en œuvre des objectifs et de la mission de cette organisation fondamentale est plus que jamais nécessaire, diminuer de 20% ses ressources financières et puis surtout sans avertir. La décision a commencé en 2011, alors que nous sommes à la fin de 2011. Va pénaliser de façon sérieuse et avoir un impact négatif sur la mise en œuvre des activités de l'UNESCO. J'espère de tout cœur que c'est un gel provisoire. J'espère aussi de tout cœur que des pays qui sont à même de pouvoir compenser temporairement cette perte puissent le faire, et non seulement les gouvernements, mais aussi comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons des hommes et des individus et des femmes qui sont plus riches que les États ou des continents, qu'ils puissent également redonner à la communauté ce que la communauté leur a donné et pouvoir donc permettre à l'UNESCO, sous la direction éclairée de Mme Irena Bokova, de remplir la mission qui est la sienne.